Salut, alors aujourd'hui, deuxième partie à propos des ronflements et tous ces bruits nuisibles qui nous pourrissent l'existence. Aujourd'hui, on va vraiment se focaliser sur les bruits et les ronflements qui sont dus à des connexions entre les appareils. Un épisode sera dédié aux bruits issus des appareils eux-mêmes, c'est-à-dire en interne, mais là, on va surtout regarder ce qui se passe lorsque des appareils sont connectés entre eux dans le réseau électrique de la maison. Alors, on va commencer par s'inquiéter sur la cause. J'ai mis au singulier parce qu'en fait, il n'y en a qu'une et une seule de cause des ronflements. Et la cause, elle est très simple. En fait, les ronflements arrivent dans des appareils qui amplifient. Et la cause, elle est unique. C'est simplement, dans un appareil donné, il reçoit en entrée une tension qui est non pas seulement celle qui est issue de l'appareil précédent, mais quelque chose qui s'est superposé dessus. La source de tous les ronflements, c'est une tension qui s'est superposée quelque part à l'entrée. Quand je dis à l'entrée, c'est vraiment à l'étage d'entrée de l'appareil qui va commencer à fournir des ronflements. Alors ici, j'ai dessiné un truc un peu habituel de connexion entre deux appareils avec en dessous un peu le câblage secteur qui est associé. On va essayer de faire un cas un peu général. Ici, simplement, on a deux appareils qui sont connectés. Là, j'ai fait une liaison asymétrique comme on a l'habitude de voir dans les systèmes grand public. Pour des systèmes symétriques, c'est à peu près la même logique, mais bon, certaines propriétés du système symétrique permettent de résoudre certains problèmes qu'ici on va voir. Alors, simplement, lorsqu'il n'y a pas de ronflement, lorsqu'on est dans une situation idéale, on a simplement un appareil A qui fournit une tension de sortie VSA, et on veut que cette tension de sortie intégralement se retrouve à l'entrée de la partie amplificatrice, pas seulement à l'entrée de l'appareil, mais à l'entrée de l'électronique d'amplification, et on veut, dans le cas idéal, VSA égale VEIB, c'est-à-dire tension d'entrée interne de l'appareil B. Voilà, ça c'est, si on avait ça, il n'y aurait pas de ronflement. Or, le problème c'est que on a des fois pas ça. Et ce n'est pas le malin qui s'en mêle, c'est simplement quelque chose qui se passe entre cette borne-là, ou la sortie de l'appareil, et la borne d'entrée, vraiment au niveau des composants qui vont commencer à amplifier. Alors il y a deux parties ici. Il y a la partie connexion entre les deux appareils, et il y a la partie interne entre la prise et l'électronique. Aujourd'hui, nous on s'intéresse qu'à cette partie-là. L'épisode dédié aux sources de bruit internes, c'est un épisode qui va justement s'occuper de cette partie-là, qui fait partie de la topologie, de la conception de l'appareil qui pose un problème. Là, on s'attache à simplement ce qui est le lien entre tous les maillons de la chaîne. Donc, si ronflement il y a et si les appareils sont parfaitement conçus, en fait, un bruit va débouler dans la liaison d'une manière ou d'une autre. C'est-à-dire que la tension de sortie de l'appareil A ne va pas se retrouver telle qu'elle en entrée de l'appareil B. C'est-à-dire qu'on va se retrouver dans une situation où VEB, ça ne sera pas VSA. En fait, VEB sera un VSA plus une tension de bruit. On va dire E. Tension de bruit qui s'est créée d'une manière ou d'une autre quelque part. Et cette tension de bruit, si on suppose l'appareil parfait, enfin sans défaut particulier, on va se retrouver avec VEB qui sera égal à VEIB. Et en sortie, on aura du VSB qui sera, s'il y a un gain, bêta VSA, c'est ce qu'on veut, plus le bruit qui a été amplifié du gain. Et c'est ce terme-là qui fait qu'on a un ronflement en sortie. Et c'est toujours comme ça. Il n'y a pas d'exception. C'est la seule et unique cause des ronflements dans tous les appareils. C'est simplement en entrée ici, il y a quelque chose qui est apparu qui n'était pas à cet endroit-là. C'est con, mais c'est ça. Et le problème, c'est de détecter c'est quoi la source, ou d'où elle vient, et comment la résoudre. Et ça, c'est ça toute la difficulté. Le problème majeur de ces trucs-là, c'est que, bon, dans la majeure partie des cas, ça peut être simplement localisé à un endroit, mais quelquefois, ça peut être plusieurs sources qui s'influent mutuellement et qui se cumulent ou s'annulent mutuellement. Ça veut dire que quelquefois, on corrige un problème et le ronflement est pire qu'avant, tout simplement parce qu'on a deux sources de problème qui peuvent se compenser plus ou moins. Et ça, c'est le truc qui tue. Bon, c'est plutôt rare, mais ça peut arriver. Alors, ici, dans le cas de la liaison,
le problème, il vient de cette liaison-là. Quelque chose est apparu, on pourrait le noter ici, sous la forme d'une tension qui déboule comme ça. Alors je mets ça sous la forme d'une pile, mais c'est quelque chose d'alternatif, c'est pas du tout une tension continue, un offset. En général, c'est même plutôt quelque chose qui fait 50 Hz et plus, donc on va mettre une source E, c'est notre bruit, qui vient se superposer à la tension qu'on veut amplifier. Alors, cette source E, d'où elle vient et quelles sont les causes possibles de ça? Alors, ici, là, il y a une liste des 3 causes principales de génération de bruit dans le système. Et ils sont pernicieux, ils peuvent arriver n'importe où et ils sont extrêmement difficiles à évaluer a priori avant de brancher et d'aller fouiller comment ça se passe. Donc, le premier, c'est les courants de masse. Alors, les courants de masse, c'est simple. On se retrouve ici dans le réseau électrique de la maison, ici on a la séparation, ici on a le côté fournisseur d'énergie, et de l'autre côté ici on a tout notre réseau qui a la Terre qui est liée à la masse, à un seul endroit ou même quelquefois à plusieurs. Et de l'autre côté, côté fournisseur, on a le neutre qui est relié à la Terre. Il n'y a pas de connexion entre la masse et le neutre à quelque endroit que ce soit. C'est le schéma TT en France, c'est interdit. Il est interdit en France de connecter le neutre et la masse dans sa maison. C'est interdit, c'est totalement hors la loi, si on peut dire. Contrairement à d'autres pays, en France, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Et c'est un gros avantage. C'est un avantage qu'en France, ou dans les systèmes qui utilisent le schéma TT, ils sont beaucoup moins soumis à ce problème de courant de masse. Ce courant de masse, c'est quoi? C'est simplement un courant qui circule dans la ligne de masse, d'un moyen ou d'un autre. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec un courant qui circule dans la ligne de masse. Et ce n'est pas un courant de faute dû à un problème d'isolation ou à un problème d'un appareil qui est en panne. Alors, ça pourrait être le cas. Dans ce cas-là, c'est le seul cas en France où on aurait un courant de masse, mais qui est insuffisant pour faire disjoncter. Mais dans des pays anglo-saxons, vu que la Terre est reliée au neutre dans la maison, on peut avoir un courant de masse permanent qui circule, tout simplement parce que ici, entre A et B, qui est la ligne neutre entre l'usine et la maison, cette ligne, elle distribue plein de maisons. Donc on a des très forts courants qui circulent dans ces lignes-là et on a des différences de potentiel qui se créent entre la Terre et le neutre à l'entrée de la maison qui, elle, va relier le neutre à la Terre quelque part. Donc entre cette zone où le neutre arrive et la zone où ce neutre sera lié à la Terre, il y aura un courant de masse parce qu'il y a une différence de potentiel due au fait, aux pertes qu'il y a dans les câbles entre l'usine et les maisons. Mais bon, en France, on n'a pas trop ce problème-là. En France, théoriquement, la masse est reliée à la Terre en un point. Donc on n'a théoriquement pas de courant de masse dû au système électrique lui-même en tant que différence de potentiel due à des courants importants dans les lignes de neutre. Néanmoins, ça peut arriver si, par exemple, quelqu'un a l'idée de mettre plusieurs piquets de terre dans la maison. Alors ça, c'est extrêmement déconseillé de faire ça. On peut avoir non pas seulement 2 piquets de terre, mais un piquet de terre et puis la masse qui est reliée à de la tuyauterie à plusieurs endroits de la maison. Tout simplement parce qu'il faut se rappeler que la Terre sert de support de courant pour revenir à la centrale. Et il y a des sièges de courant dans le sol qui font que chaque point de liaison plus ou moins fort avec la Terre va être sujet à des potentiels différents et créer des courants dans les masses. Donc une des sources de courant de masse dans les maisons en France, c'est des multiples points de connexion à la Terre sur le réseau, sur le fil de masse. Et ça, c'est une source principale de truc. Donc, le problème arriverait si on a 2 appareils reliés à la masse, c'est-à-dire des appareils de classe 1. C'est-à-dire que ici, j'ai représenté 2 appareils. Ici, j'ai représenté le fait qu'ils appartiennent à la classe 1, c'est-à-dire avec prise de terre, ou classe 2, c'est-à-dire isolés sans prise de terre. S'ils sont classe 1, ici, on a les 2 appareils qui sont reliés à la Terre en 2 points, a priori. Et si jamais ces 2 points se retrouvent fixés à la Terre par 2 fixations disparates, on peut se retrouver avec 2 points qui sont à des potentiels différents. Et comme ces courants-là sont des courants alternatifs dus à la consommation d'énergie de tout le système électrique local qui traîne dans le sol, on se retrouve avec du 50 Hz et des tas de saloperies qui viennent circuler dans la ligne de masse. Et ici, on va piquer à 2 endroits différents et donc avoir un potentiel qui peut se créer ici.
ça peut être un courant. Alors c'est dû à un courant de masse, simplement il y a un courant ici. Comme on le prend à deux endroits différents et qu'ici on a une résistance, eh bien forcément ici on va se retrouver avec un petit potentiel qui va s'ajouter. Il faut bien voir que les ordres de grandeur sont extrêmement faibles. Mais le problème c'est qu'on amplifie ces données faibles qui deviennent audibles. Donc il ne faut pas sous-estimer les résistances des lignes et le fait que ça fournit des tensions suffisantes pour poser des problèmes, même si les courants sont faibles, même si les résistances des lignes sont faibles, ça suffit amplement pour rajouter un petit bruit qui va être amplifié. Il faut bien voir que c'est parce qu'il y a du gain que ça déboule. Donc ici, la première chose, c'est qu'en France, les courants de masse sont rares, mais ils peuvent arriver si on a plusieurs points à la Terre. Donc il faut aller vérifier si par exemple dans son câblage de terre, il n'y a pas des terres qui sont mis dans la salle de bain sur des tuyaux, le piquet de terre à l'entrée, un autre piquet de terre qui a été mis pour des raisons de sécurité dans un bâtiment à l'extérieur, etc. Le fait de multiplier les connexions à la Terre fait que des courants de masse vont forcément arriver. Il y a de grandes chances pour que ça arrive, tout simplement parce que dans la Terre, on a un courant qui circule en permanence. C'est ce courant de toutes les fuites, de toutes les fautes, des défauts d'isolement qui traînent dans le quartier et qui reviennent au fournisseur. Fournisseur qui est relativement loin, donc il peut se passer des choses. Ça, ce sont les courants de masse. Alors, autre source de courant de masse, qui est en fait liée à la suite, c'est le fait que simplement le fil de terre, il est avec les deux autres. Il est dans la même gaine, ils sont ensemble. Donc quelque part, il peut se passer quelque chose. Alors, au-delà de ces courants de masse, donc induits en général par des piquets de masse disparates et des choses comme ça, on a la notion de couplage capacitif. Alors le couplage capacitif, c'est simple, c'est vraiment tout simple. Si on a simplement un conducteur qui a un potentiel, V, si on a un autre conducteur à côté et qui sont juste séparés simplement par une capacité, parce qu'il y a un isolant là, si ici on fait monter le potentiel, automatiquement de l'autre côté, même s'il n'y a pas de potentiel fixe parce que c'est flottant, simplement, il va physiquement y avoir un potentiel qui va se mettre. Alors là, c'est complètement dépendant du système, c'est complètement dépendant des conditions initiales, etc. Mais ici, on va avoir une tension qui va se créer par couplage capacitif. Simplement, quand on fait varier la tension sur une armature d'un condensateur, cette variation va se retrouver de l'autre côté. C'est comme ça que fonctionnent les doubleurs de tension, par exemple, ou les montages à pompe de charge, ou des choses comme ça. Simplement, l'effet capacitif, c'est simplement une variation de tension à une plaque va faire que cette variation de tension va se répercuter de l'autre côté. Donc, ce couplage capacitif, il pourrait éventuellement arriver entre la Terre et les câbles ici, mais c'est pas trop ça. Il pourrait arriver ici si on a des bruits de haute fréquence qui circulent dans les câbles. Parce que le couplage capacitif il est d'autant plus efficace qu'on monte en fréquence. Tout ce qui est basse fréquence, il y a peu de chances que ce soit du couplage capacitif. Le 50 Hz, il y a très peu de chances. Parce que en général, les capacités sont faibles, et c'est en fait de la HF et toutes les crasse-pouilles d'harmonique de 50 ou 100 Hz qui vont commencer à passer de plus en plus. Alors, ça peut arriver si, par exemple, sur la ligne phase neutre, on se retrouve avec des tas d'appareils avec des alimentations à découpage qui sont de mauvaise qualité, qui fournissent des tas de parasites. Alors là, pour le peu, il peut y avoir par couplage capacitif la masse qui va suivre ces parasites, plus ou moins atténués, et qui vont se balader là-dedans. Alors comme les couplages se font à des endroits différents, on a des courants qui circulent localement dans la ligne. Il faut bien voir que pour que courant il y ait, il faut qu'il y ait une différence entre plusieurs points. Et comme la ligne elle est différente partout, les couplages sont différents, il peut y avoir une boucle dans un coin, il peut y avoir des choses différentes. Donc on se retrouve dans des situations différentes sur tout le réseau qui font que des tas de courants se créent, disparaissent en permanence. Ce sont des courants très faibles, mais suffisants pour générer des parasites. Alors le couplage capacitif, ici, il aurait lieu s'il y a des saloperies haute fréquence qui circulent sur le phase et le neutre. Saloperies qu'on retrouve vraiment souvent, par exemple dans les lampes basse consommation, qui ont des appels de courant permanents très courts, très brefs, mais très importants. Et alimentation, on va dire les alimentations à découpage de mauvaise qualité. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle on peut éventuellement avoir des courants dus à des couplages capacitifs sur le réseau lui-même.
Mais la raison principale des bruits dus au couplage capacitif ne sont pas sur le réseau, mais sont sur les appareils eux-mêmes. En fait, là, je déborde un peu sur le fait que je vais rentrer dans les appareils un peu, mais je rentre dans les appareils un peu, mais ça quand même parce que ça a un impact à l'extérieur. Alors, le couplage capacitif, il a lieu essentiellement dans les transformateurs d'alimentation. Ce qu'il se passe, c'est que lorsqu'on a un transformateur qui arrive, qui est alimenté donc avec la phase est neutre ici, souvent, on se retrouve avec quelque chose de ce genre, ici relié à, on va dire, la masse de l'appareil, ici des trucs qui vont au point de diode, à l'alimentation. Et en fait, les transformateurs, c'est quand même des bobinages qui sont l'un au-dessus de l'autre, ils sont isolés, mais ils sont proches, et donc ça forme un condensateur entre primaire et secondaire. Donc on se retrouve avec des condensateurs entre bobinages. Si les bobinages étaient parfaitement identiques, et si les capacités étaient exactement identiques, il n'y aurait pas de problème. Parce que, pour des raisons d'orientation, on se retrouverait avec quelque chose qui s'annule parfaitement. On aurait simplement une liaison symétrique. Donc on aurait une tension au mode commun qui serait nulle, parce qu'elle serait annulée par une égalité parfaite. Sauf que dans la vraie vie, ça n'existe pas. Les capas entre bobinages sont dissymétriques, les bobinages eux-mêmes le sont légèrement. Donc on se retrouve avec de l'injection à la masse de parasites qui viennent de la consommation de courant ici. Parasites qui sont de plus en plus élevés au fur et à mesure que la fréquence augmente. Ce ne sont que quelques picofarads, mais ça suffit amplement pour injecter à la masse, donc injecter ici ou là. Dans la connexion de masse de l'appareil, il faut bien voir que ça va s'injecter sur toute la liaison de masse de l'appareil et éventuellement sortir. C'est pour ça que là, c'est intéressant de voir que ce genre de truc peut venir s'injecter parce que si lui, il va bouger parce qu'il a un défaut, une capacité entre bobinage qui est relativement élevée, ici, cette masse-là, qui est reliée de près ou de loin à ça, va bouger légèrement. On va se retrouver avec cette masse-là qui va bouger légèrement. Alors, s'il est relié à la Terre et qu'un autre appareil est relié à la Terre, on va se retrouver ici avec un zigzag, éventuellement, qui peut générer un courant. Et ici, se retrouver avec une autre tension, parce que lui, il aura un autre transformateur avec une autre topologie, et il va se retrouver un courant de fuite capacitif différent. Donc, se retrouver avec des tensions différentes ici, et donc forcément un courant. Donc, ici, on va se retrouver avec cette tension-là ici, et bien sûr, on va la retrouver ici, vu que tout ça est relié. Donc, on se retrouve avec une tension supplémentaire qui déboule. Tout simplement parce que c'est de la dissymétrie. L'essentiel des bruits déboule de dissymétrie. Et si tout était parfaitement pareil partout, d'une manière symétrique, en fait, il n'y aurait pas ce genre de problème. Ici, simplement, ce couplage capacitif qui vient des transformateurs fait que chaque transfo est différent d'un appareil à l'autre, chaque appareil est différent, chaque appareil a des résistances internes différentes au niveau des contacts, au niveau de sa topologie de câblage, etc. Et donc, chaque appareil va fournir une tension différente, et qu'il soit relié à la Terre, ce sera moins sensible, ou qu'il soit en l'air, c'est-à-dire de classe 2, on va se retrouver avec des choses qui vont bouger d'une manière différente. S'ils bougeaient pareil, il n'y aurait pas de problème, il n'y aurait pas de bruit. Mais c'est parce qu'ils ont des caractéristiques différentes que les deux appareils vont fournir un courant. Alors, c'est la source des picotements quand on touche des appareils qui sont en général de classe 2. Ça peut arriver avec du classe 1, mais c'est beaucoup moins sensible. Simplement, ça relie le boîtier, qui est de toute façon relié quelque part à la masse de l'appareil, pas forcément à la Terre ou à la masse du réseau. C'est un couplage capacitif. Donc, ce couplage capacitif, il peut atteindre des tensions très élevées. Mais ça s'effondre dès qu'il y a le moindre courant qui en sort. Parce que les condensateurs, ici, les capacités sont quand même faibles. Le couplage capacitif suit très bien la tension d'entrée, mais ne supporte pas d'être chargé, c'est-à-dire d'éviter du courant. Donc, si on est en classe 2, ce qui est le pire des cas, on se retrouve avec un boîtier qui est relié à ça et qui flotte en fonction des parasites qui vont sortir de ça, qui peuvent être assez élevés. Et le boîtier peut se retrouver à plusieurs dizaines de volts. Alors, quand on le touche,
Quand on le touche, ben, on sent un picotement parce que, on a quand même un peu de courant qui passe. Alors, pourquoi c'est un phénomène qui est plus sensible sur des boîtiers en alu brossé que sur des boîtiers bien lisses? Tout simplement parce que l'alu brossé a un contact de plus faible résistance et le contact se fait sur des arêtes, on va dire, pointues. Si je fais une coupe grossie d'un truc en alu brossé, on se retrouve avec une surface un peu comme ça. Et en fait, quand on le touche sur des pointes, qui fait que le champ électrique est plus important. Et le courant, lui, aura plus tendance à être freiné parce que la résistance du contact sera inférieure. Et comme la résistance du contact est inférieure, on a moins de courant qui circule et la tension s'effondre moins et elle reste plus élevée, elle reste plus sensible lorsqu'on est sur un truc qui n'est pas bien poli. Donc, les cas de surface où l'angle, une arête, si on touche sur l'arête d'une face, ici, on sent beaucoup plus l'effet que si on touchait pleinement la surface. Simplement, c'est parce que la résistance de contact entre l'appareil est plus forte, il y a moins de courant qui circule, mais la tension est plus élevée. Donc, on se retrouve avec une espèce d'effet, parce que non seulement on a l'effet de pointe qui agit là, mais en plus, comme on touche et qu'on bouge un peu, on n'arrête pas de faire recharger, décharger les condensateurs de fuite, et on n'arrête pas d'avoir en fait des appels de courant qui deviennent sensibles. À part une fuite de masse manifeste, dans ce cas c'est vraiment un défaut électrique, le fait que des appareils essentiellement de classe 2 donnent des picotements quand ils touchent sont dus à des transformateurs qui ont des condensateurs de fuite un peu trop importants. Et ça, c'est le défaut. Mais les courants sont trop faibles pour être détectés par un disjoncteur quelconque. C'est-à-dire que si on reliait ce boîtier-là à la Terre, le disjoncteur ne sauterait pas. Le courant serait très faible, la tension serait ramenée immédiatement ça, le courant serait très faible parce que les condensateurs sont très faibles, puis c'est tout. Mais simplement ici, ça flotte, on a une liaison haute impédance et donc on a des tensions qui restent relatives, qui peuvent être élevées. Hein. Donc ça, c'est le défaut dû au couplage capacitif, essentiellement dans les transformateurs. Et c'est le fait que des appareils sont différents, utilisent des transformateurs différents, qu'on se retrouve avec des différences de couplage capacitif qui font transiter des tensions. Alors que ce soit en classe 1 ou classe 2, on aura de toute façon le même problème, sachant que la classe 2 peut superposer à ça un courant éventuel qui viendrait d'ailleurs dans la masse. Dans ce cas-là, on aurait superposition de deux effets. Alors le troisième effet, c'est le couplage magnétique. Alors le couplage magnétique, il peut avoir lieu à deux endroits. Il peut avoir lieu au niveau secteur et il peut avoir lieu au niveau du câble. Et c'est le même phénomène. Alors, au niveau secteur, simplement, il faut bien voir que le câble de masse, il est entouré du câble de neutre et du câble de phase. Et bon, ils sont comme ça, mais défilent l'un à côté de l'autre, ils agissent mutuellement les uns sur les autres. C'est inévitable, on ne peut pas faire autrement. Alors déjà, on a une capacité en entraîne, mais on a aussi un couplage magnétique qui se fait. Tout simplement, d'une manière répartie sur tout le conducteur, on se retrouve avec un transformateur de très mauvaise qualité, parce que le couplage est faible, mais qui n'est pas mieux. Donc, les courants qui circulent, alors théoriquement, si tout allait bien, on aurait un courant ici qui serait équivalent à celui-là, et on n'aurait pas du tout de courant ou de tension induite dans la masse. Sauf que, déjà, les courants ne sont pas forcément tout à fait équivalents, mais surtout, le couplage ici, entre le neutre et la masse, et la phase et la masse, ne sont pas les mêmes. Et vu de la masse, c'est comme si des courants différents circulaient dans les deux, parce que le couplage entre ces trois trucs n'est pas parfaitement symétrique. Donc il peut y avoir, sur toute la maison, réparti sur tout le réseau électrique, un couplage magnétique entre le câble de terre, ou de masse, et les deux autres câbles qui sont autour, qui sont plus ou moins éloignés, rapprochés, d'une manière asymétrique, et à la fin, on a un courant, ou tout du moins une tension, parce que si c'est en l'air, il n'y a pas de courant qui circule, mais une tension qui est prête à s'écouler s'il y a un circuit qui s'établit. Comme c'est une tension qui est, on va dire, qui est localisée sur tout le câble, prendre un endroit et prendre un autre va donner de toute façon un potentiel qui va exister parce que les tensions à un point ou à un autre ne seront pas les mêmes parce que c'est un système qui est réparti sur tout le câblage. Donc d'un point à un autre de la masse, on va avoir des potentiels différents dus au couplage magnétique à cause des deux autres conducteurs. Alors le moyen de faire ça, c'est de blinder tout simplement
phase neutre et mettre la masse à côté. C'est un moyen de le faire. Alors recabler sa maison avec du câble blindé de haute tension, bon courage. Mais ça, en fait, c'est quasiment inévitable et l'idéal, c'est d'avoir des appareils immunisés à ça et un câblage qui se moque de ce genre de truc. Et une des manières de se moquer de ce genre de truc, c'est de mettre les masses des appareils sur la même multiprise. Parce que là, on est sûr de se coller au même point sur le câble de masse de la maison. Deuxième source, c'est simplement le câble qui relie les deux appareils qui capte un champ magnétique extérieur et qui vient induire un courant exactement la même que ça, dû à quelque chose d'extérieur. Ça peut être le câble de modulation qui est à côté d'un câble secteur qui traîne. Ça peut être un câble de modulation qui est à côté d'un transformateur. Ça peut être, alors après si je rentre dans un appareil, ça peut être le câblage de l'appareil, le câblage du fil qui rentre dans l'appareil, qui passe derrière le transformateur et qui fait une demi-boucle, une demi-spire. Donc simplement, résoudre le problème ici se fait en deux parties. Ici, la tension, elle se fait sur, bien sûr, le point chaud. C'est là où est le problème. En fait, le problème, c'est le courant induit sur le point chaud et qui va circuler, évidemment, dans l'appareil. Et donc, créer une tension de fait. Alors, le moyen de résoudre ça, évidemment, c'est de blinder ce truc-là. Dans ce cas-là, c'est le blindage qui va capter ces courants-là et ils vont passer dans le blindage. Et donc, ils ne vont pas se retrouver, bien entendu, dans ces zones-là. Vu qu'ils vont circuler ici directement, il n'y a pas de problème. Enfin, en tout cas, ils ne vont pas circuler à l'intérieur, ils vont probablement être évacués par le boîtier et partir. Le piège, serait justement de faire circuler ces courants-là dans les circuits d'entrée. Et ça, on verra ça quand on verra l'intérieur des appareils. On suppose que l'appareil est bien fait, donc le courant qui va être capté par le blindage va circuler dans le boîtier et se ressortir. Et on a immunisé le circuit. Donc le moyen de résoudre ça, c'est de bien blinder ces câbles et de les placer dans des endroits qui ne sont pas pollués par des interférences et autres. Alors ça peut être de la HF comme du ronflement. Alors, pour l'histoire, les câbles ici asymétriques de certains constructeurs que je nommerai, comme Furitech par exemple, fournissent des câbles asymétriques comme ça pour faire des câblages entre un préampli et un ampli par exemple, mais qui sont prétendus être comme tels, sauf qu'ils n'ont pas de blindage. Et ce sont des grosses merdes qui sont prêtes à capter ça. D'ailleurs, il suffit de regarder les photos. Vous voyez bien que là, regardez, vous avez vu, le câble, ce sont deux conducteurs torsadés, donc le blindage est nul. Et remarquez la ferrite, le système breveté, la ferrite anti-pollution sans la ferrite, c'est pas mal non plus. Et ces choses-là, ça se paye cher. Hein. Donc imaginez le reste de la gamme. Donc, ceci dit, ça veut dire que simplement, si on veut faire ça, vérifiez de prendre des bonnes marques de câbles, genre Balden ou autre, ou des trucs avec idéalement un feuillard totalement opaque, ou disons au moins un blindage tressé bien serré. Et là, il n'y aura pas de problème pour capter des choses à ce niveau-là. Donc ça, c'était couplage magnétique. Mais bien sûr, ici, on peut avoir aussi du couplage capacitif à haute fréquence. Hein. Ces deux phénomènes fonctionnent ensemble. Donc, voilà à peu près les sources extérieures de bruit dans les systèmes. Et bon, maintenant, le problème, c'est comment localiser la source de tout ça. Et ça va être la deuxième partie. Isoler l'appareil, le ou les appareils qui posent un problème. Ok, donc on va essayer de tenter de localiser la source des problèmes entre les différents appareils. Et pour ce faire, il y a une méthode qui est assez simple, qui d'abord part du principe de partir de la fin de la chaîne et remonter en localisant au fur et à mesure, en expérimentant certains points, en regardant si le gonflement s'arrête ou continue. Alors pour ce faire, on utilise un petit accessoire très facile à faire. Si on est en symétrique ou en asymétrique, on a deux accessoires équivalents. En asymétrique, on prend deux cinches, on relie les masses entre elles et les points chauds sont reliés à la masse via une résistance, on va dire de 10K. Je conseillerais plutôt une résistance plus élevée de 10K plutôt que 1K, ce qui permet d'être un peu plus sensible. Si on utilise une liaison symétrique, l'équivalence, si on a les deux points
chaud et froid, on met deux résistances par IBK et on relie la masse des deux trucs. Donc on se fait un câble avec deux prises différentes parce que les sorties et les entrées sont toujours différentes en XLR. Donc c'est ce schéma-là pour le cas symétrique. Alors comment ça se passe? Alors d'abord, on part de la fin, on remonte. La première chose qu'on fait, c'est qu'on branche, ici, je vais le prendre dans le cas des cinches, on branche le petit truc là, on le branche à l'entrée. Et on branche rien d'autre. S'il revient, simplement à mettre une résistance en entrée ici et avoir une résistance en l'air de l'autre côté. Ok? Donc voilà, on se met comme ça. Alors maintenant, si on fait ça, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que le ronflement cesse ou pas? Si le ronflement cesse, ça veut dire que la panne vient d'abord. C'est-à-dire que l'appareil intrinsèquement ne ronfle pas. Si le ronflement est toujours là, ça veut dire que l'appareil a un problème. C'est-à-dire que l'appareil en lui-même fournit du ronflement. Et ce sera l'objet de l'épisode d'après, ce sont les problèmes internes à des appareils. Alors quand on l'a fait soi-même, il faut revoir le câblage. Quand on l'a acheté dans le commerce, soit il est en panne, soit c'est une merde. Donc là, ça permet déjà de localiser, c'est l'appareil qui est en cause en lui-même. Ce n'est pas la liaison entre différents appareils. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on met le câble. C'est-à-dire qu'on branche comme ça. On branche comme ça et comme ça. Toujours du même côté. Et là, est-ce que le ronflement existe ou est-ce qu'il n'existe pas? Alors, s'il n'y a pas de ronflement, ça veut dire qu'on peut passer à l'étape d'après. Mais s'il y a un ronflement, ça veut dire que l'appareil ici a un problème. C'est-à-dire que la masse du connecteur par rapport à la masse du boîtier a un problème de topologie. C'est ce qu'on appelle dans le cas symétrique le problème de la broche 1, c'est-à-dire qu'il y a un problème de câblage, de conception des tâches d'entrée de l'appareil. Donc c'est toujours un problème dû à l'appareil lui-même et c'est un problème, disons, entre la masse du connecteur et la masse du châssis qui ne sont pas reliés correctement. Soit il y a un problème, par exemple le boîtier, il y a la vis qui relie le boîtier à la terre qui est mal vissée, ça peut être quelque chose comme ça, ou quelque chose qui est complètement incongru dans le branchement de la masse de la prise par rapport à la masse du boîtier ou du système. Donc c'est toujours un problème dû à l'appareil, mais ce n'est pas un problème, on va dire, de câblage habituel, d'alimentation qui rayonne ou des choses comme ça. C'est plus un problème vraiment orienté sur la masse de la cinch, ici, ou de l'XLR en cas symétrique, par rapport à la masse du boîtier. Alors, un moyen de confirmer ça, alors c'est un peu brutal, mais ça fonctionne, ça permet de voir si c'est bien ce problème. On prend une pile, par exemple, ou un petit transformateur, ou un générateur BF, ou n'importe, un petit générateur de tension, on met une LED dessus, de telle sorte que si on ferme le circuit, la LED s'allume, et on branche la masse du connecteur avec la masse du châssis sur ce truc-là. C'est-à-dire qu'on fait circuler quelques milliampères entre la masse de la cinch et la masse du châssis. Normalement, s'il n'y a pas de problème, on ne doit absolument rien entendre. Si l'appareil ici a un problème de masse au niveau du connecteur, on va entendre soit le 50 Hz si on utilise un petit transfo, soit une fréquence d'un générateur BF, soit des claquements, des craquements si on utilise une pile. Ça permet de faire circuler un courant entre la masse de la prise et le châssis, et ce courant-là, ici, va faire créer une tension quelque part qui va se retrouver dans les tâches d'entrée. Donc c'est un problème soit de câblage mécanique, soit carrément de topologie des tâches d'entrée qui est sensible à ça. C'est pareil, c'est un autre problème dû à l'appareil lui-même. Maintenant, passer à l'étape d'après. Donc, mis comme ça, il ne ronfle pas, ça veut dire que c'est au-dessus que ça se passe. Alors, maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on passe de l'autre côté, on branche ici directement le câble, et on met juste la résistance en l'air ici, et ici, on ne branche pas. Alors, s'il n'y a pas de ronflement, bon, on passera à l'étape d'après. Si ronflement il y a, ça veut dire que ici, ce câble-là, il capte quelque chose. Donc il y a quelque chose qui circule, donc on a un courant qui va circuler ici, et ici on est en général dans des cas de couplage magnétique, c'est-à-dire qu'un courant va circuler dedans et va créer une tension, parce que ici on a évidemment une résistance qui va créer une tension à l'entrée, on a la résistance d'entrée, l'impédance d'entrée ici qui peut aussi créer une tension à l'entrée, donc on a quelque chose qui est capté par le câble. Alors comment résoudre ça?
Ici, dans ce cas, ben c'est simple, il faut blinder. C'est tout. Parce que le courant, ici, s'il est capté par la masse, on s'en fout parce que ça part à la terre. On s'en tape. Sauf si vraiment le câblage interne n'est pas bon. Ça, mais si on arrive à ce point-là, c'est que l'appareil ici n'a pas de problème. Donc, en fait, c'est ce qui est capté par le conducteur point chaud du câble. Ok? Donc, le seul moyen facile de résoudre ça, ben, c'est simplement de blinder ce conducteur-là. Comme ça, ce qui va être capté va être chopé par le blindage et non pas par l'âme centrale. Comme ça va partir par la masse et ne pas rentrer dans le point chaud. Donc, le moyen de faire ça, c'est de blinder. C'est de déplacer les câbles, parce que ça veut dire que le câble de modulation qui est là est sur un transfo, est à côté d'une goulotte électrique, est mis sur un transformateur qui rayonne, ou quelque chose comme ça, une alim à découpage qui rayonne, enfin des choses comme ça. C'est-à-dire que c'est capté par l'extérieur, bon, c'est relativement simple à résoudre, mais c'est le câble qui capte. Donc il faut prendre des câbles de marque, connus, Balden ou autres, avec idéalement un feuillard étanche, ou au moins un blindage tressé bien serré, mais il faut quelque chose de blindé pour éviter les problèmes. On peut se retrouver avec cette situation parce qu'on a acheté un câble audiophile cher, mais qui n'est pas blindé, malheureusement. Ok, donc là, ça résume simplement le câble est en cause et il capte des trucs. Maintenant, la dernière opération, c'est je branche le truc. Alors, là, la question c'est si le ronflement continue, alors que, ben en fait, le ronflement, il est dû simplement à un courant de masse, donc une différence de potentiel entre les deux masses des appareils. Donc on se retrouve, par exemple, dans les appareils de classe 2, on se retrouve avec des couplages capacitifs entre les deux, et on a un courant de masse qui circule, et comme la résistance du fil n'est pas négligeable, c'est une tension qui vient se superposer. Par rapport au moment où ça était là, on a simplement rajouté la longueur de fil ici. Longueur de fil dans lequel il y aura le courant, donc il y a une petite tension qui va circuler entre là et là, qui vient se superposer. Donc ça, c'est un problème de masse entre les deux appareils qui ne sont pas au même potentiel. Un des moyens de le résoudre, c'est de mettre les deux appareils, s'ils sont de classe 1, les mettre sur la même multiprise. S'ils sont de classe 2, un des moyens, c'est de réduire la résistance de ce câble au maximum, quitte à mettre plus, mais malheureusement, ce n'est pas toujours possible. Par contre, si il n'y a plus de bruit en faisant ça, ça veut dire que le bruit est dû à quelque chose qui vient d'avant, qui est en sortie, qui est fourni par ce truc-là. C'est-à-dire simplement, quand on est branché comme ça, ben simplement cette tension est amplifiée par le suivant. Donc c'est lui qui est la source du ronflement. Et on recommence la même opération entre lui et le truc d'avant. Okay. Donc voilà, ça c'est les 4 étapes qui permettent de faire le tri entre les sources de ronflement, étage par étage. Alors, pour finir, les solutions et les quelques pièges qu'il peut y avoir. Alors, les solutions, j'en ai donné quelques-unes en fonction du cas. Donc, mettre des câbles bien blindés. Quand on a des problèmes de mode commun entre les deux masses, mettre des sections plus grosses. Mais ce n'est pas toujours possible. Et des fois, ça ne résout pas. Alors, quand on est vraiment dans une situation, en général, quand les deux masses ne sont pas des mêmes potentiels, parce que c'est du classe 2 et des couplages capacitifs assez importants et des différences assez importantes, le moyen le plus efficace, c'est le transformateur d'isolation. Voilà. Ça, c'est le seul moyen de résoudre le problème. C'est justement d'arrêter ce système ici de boucle de masse, parce que là, c'est vraiment une boucle, hein, c'est une boucle de courant qui se fait. Le stopper simplement en isolant. C'est le moyen le plus simple et le plus efficace. Il y a des petits accessoires faits pour ça. Mais il n'y a pas vraiment d'autre méthode que de faire une isolation galvanique entre les trucs. Alors, je vais finir par quelques remarques générales. Là, j'ai travaillé en asymétrique. Alors, si on travaillait en symétrique, on aurait résolu de fait, si les liaisons symétriques étaient de bonne qualité, on résolvait de fait le problème du câble qui capte. Lorsque, ici, en fait, la source de bruit, c'est quelque chose qui est capté par le câble. Alors, blindé, quelquefois, ça ne suffit pas. Quelquefois, ça reste. Alors, quand on est en liaison symétrique, la liaison symétrique, on se retrouve avec deux fils. On a deux fils qui transitent
le signal, et la masse, elle, ne transite rien du tout. Ce qui compte, c'est la différence de potentiel entre les deux fils. Et à la fin, on soustrait ces potentiels par rapport à la masse, et on récupère que ce qui nous intéresse. Alors, quand il y a une perturbation qui touche les deux en même temps, on a la même chose qui se retrouve superposée, et comme à la fin les deux tensions vont être soustraites, ces deux choses vont être, dans le cas idéal, supprimées. Bon, le problème c'est que c'est jamais idéalement symétrique dans la vraie vie, et on a toujours un petit résidu. Ce qu'on appelle le taux de réjection en mode commun. Il devrait être infini si tout était parfaitement symétrique, mais ce n'est pas le cas, pas toujours le cas. Alors quand on a des problèmes, justement avec le cas du câble qui est mis comme ça, et puis des ronflements dans le cas symétrique, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des résistances ici, et reliées en symétrique, et on a du ronflement, ça veut dire qu'il y a un problème dans l'entrée symétrique de l'appareil. Ça veut dire que simplement le même signal qui déboule sur les deux fils n'est pas correctement annulé de l'autre côté. Ça, c'est une chose qu'il faut bien comprendre dans le cas symétrique. On appelle une liaison symétrique non pas parce que les signaux sont en opposition de phase, ils n'ont pas besoin de l'être, il y en aura un qui pourrait rester à zéro et l'autre qui a une tension. Les tensions qui déboulent de là n'ont absolument aucune importance. Elles pourraient être ce qu'on veut, on n'en a rien à cirer. C'est la différence qui nous intéresse. On appelle l'entrée symétrique, c'est parce qu'on a la même impédance d'entrée pour les deux branches. Donc, si une perturbation extérieure déboule sur les deux branches, d'une manière identique, il faut que les courants qui rentrent ou qui sortent par ces deux branches soient absolument identiques. Comme ça, les tensions générées par la perturbation vont bien s'annuler à la fin. La symétrie, elle est au niveau des impédances. Alors, impédance de sortie ici, impédance d'entrée de là. Normalement, c'est très faible là, c'est beaucoup plus élevé là, c'est plutôt l'entrée qui va jouer. Mais c'est au niveau des impédances que la symétrie est. Ce n'est pas au niveau des signaux. Les signaux, ils sont par convention en opposition, mais en pratique, c'est même pas vrai. Hein. Il suffit de prendre un DCX et de mesurer, on voit que les deux ne sont pas équilibrés. Et ça n'a aucune importance. Ce n'est pas au niveau des tensions que ça se passe. Donc les étages d'entrée ici peuvent, par dissymétrie, laisser un taux de réjection en mode commun qui est insuffisant pour supprimer les parasites. Néanmoins, lorsqu'on est vraiment dans des environnements très bruyants, passer en liaison symétrique permet de résoudre de manière très très importante les trucs qui pourraient débouler, les parasites extérieurs qui pourraient débouler. C'est une des puissances des liaisons symétriques qui, malheureusement, aurait dû être généralisée partout, mais est rarement utilisée. Alors, lorsqu'on est symétrique, asymétrique, ça, j'en parlerai dans un autre épisode, probablement dans l'épisode final. Pour l'instant, j'ai regardé simplement les cas identiques qui permettent déjà d'avoir une idée de ce qui se passe. Donc voilà, ici, les pièges, alors les solutions, je les ai un peu listées. Les pièges, j'en ai surtout listé un, c'est simplement des sources de bruit qui se cumulent ou alors qui se compensent. Et on se retrouve à résoudre un réel problème qui, une fois résolu, fournit un bruit plus important, simplement parce qu'il faisait un problème, il interférait avec un problème précédent. Donc ça, c'est le souci. On verra, lorsqu'on va étudier dans l'épisode d'après, les câblages internes des appareils et les règles qu'il faut suivre pour éviter que l'appareil lui-même fournisse des ronflements et des problèmes dus à des différences de masse entre prise et boîtier, qui donnent des effets, ce qu'on a dit de broche 1. On verra ça à l'épisode d'après et tous les pièges à éviter lorsqu'on capte son propre appareil. Par contre, bon, quand ce sont des appareils du commerce, ben, on n'y peut rien. C'est-à-dire qu'il n'y a plus qu'à acheter et puis se faire soi-même. Mais bon, voilà. Bon, ça, c'était donc un aperçu global des ronflements et des sources de ronflements dues au câblage des appareils entre eux. Les règles sont simples, mais dans la vraie vie, c'est beaucoup plus compliqué parce que tout interagit en même temps. Et c'est là où on a l'impression que le système est possédé par le démon. Mais bon, en y allant petit à petit, on arrive quand même à s'en sortir. Allez, pour la route, juste un petit bonus parce que j'ai découvert que mes soucis, ils viennent de mon pauvre câble entre les deux appareils là, qui capte toutes les saloperies de la planète. Et puis, j'aimerais bien le changer, avoir quelque chose de beaucoup plus robuste. Alors, je vais aller chez le marchand audiophile et puis je vais aller me chercher, oh, mais que voilà, je sais pas, allez, des Taralabs. Regardez les beaux câbles. Et puis, on branche et puis c'est encore pire qu'avant. Et pourquoi donc? Si je coupe, qu'est-ce que je vois? 2 conducteurs, aucun blindage. Mais c'est pourtant un câble de modulation, c'est censé être blindé ça.
Eh ben non, chez les câbles audiophiles, il y a certains constructeurs qui jugent même pas nécessaire de mettre un blindage. Et pire encore, vous voyez ces espèces de trucs mauves là qui sont censés être des ferrites pour protéger contre les pollutions électromagnétiques? Oh, mais qu'est-ce qu'on remarque? Hein, des ferrites, où ça? Ce sont juste des coquilles vides qui ne servent strictement à rien. C'est peut-être ça la protection patent pending avec un brevet donc à la clé de chez Tara Labs qui ont inventé les antiparasitages sans antiparasitage. C'est pas beau ça? Alors donc un conseil quand vous voulez câbler avec des choses de sérieux, prenez des marques connues, prenez des conducteurs dont vous connaissez la provenance et dont vous connaissez la fabrication et la topologie. Ne prenez pas n'importe quoi et fuyez comme la peste ces espèces de trucs qui ont l'air jolis avec des titres ronflants mais qui finalement ne font même pas le strict minimum syndical.